Christian, bonjour. Bonjour. Alors normalement, le comportement des marchés actions est dicté par le cycle économique. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, même à écouter les économistes, on en perd un peu notre latin. On a le sentiment qu'il y a pas mal d'éléments, et on va le revoir un peu plus tard, assez contradictoires aujourd'hui qui ne nous permettent pas de lier le sort du marché action au cycle économique. C'est également votre point de vue? Oui, clairement, déjà on a du mal à se positionner dans le cycle économique, alors que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, on est sur un cycle, entre guillemets, très long. Alors ça pose un problème, parce qu'il n'y a pas un cycle qui est identique dans la longueur. Donc on ne peut pas dire un cycle type, c'est X années. Bon, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est dans un cycle très long, avec des tensions sur le marché du travail, mais pas de tensions inflationnistes. Généralement, si on était vraiment dans la fin de la phase de maturation du cycle, post-récession, on devrait avoir la Banque centrale qui monte énormément ses taux d'intérêt, des tensions salariales qui se traduisent par des hausses de prix, et donc finalement une volonté de la Banque centrale de ralentir l'économie. Et puis on pourrait dire aujourd'hui qu'on aurait peut-être une euphorie sur le marché action, où on paierait très cher les valeurs parce qu'on serait dans cette phase d'expansion très longue. Alors Christian, il faut peut-être redécomposer le cycle, parce qu'il y a 4 grandes étapes dans le cycle finalement. Oui, c'est-à-dire qu'on commence en général une phase de reprise, c'est une bonne phase, c'est-à-dire que le marché action est pas cher, le marché obligataire n'est pas cher, et on joue finalement, on est sur des niveaux de taux bas, et on joue finalement l'amélioration de la conjoncture, la hausse de la profitabilité des entreprises. Ça, c'est quand on sort de la récession. Voilà, donc on paye pas cher les actions et on a une vraie tendance haussière sur le marché action. Et le PER, donc la valorisation des actions, progresse doucement. Voilà, progresse doucement, et la Banque centrale a plutôt soit des taux qui baissent, soit une politique monétaire très accommodante pour relancer l'activité. Ensuite, les choses s'accélèrent, c'est ce qu'on appelle la phase d'expansion. Voilà, c'est la phase d'expansion, de maturation du cycle, où là, on va avoir des résultats des entreprises qui vont croître assez sensiblement, des taux longs qui se remontent un petit peu parce qu'on a des tensions inflationnistes qui reviennent un petit peu, mais c'est pas encore méchant, et puis une banque centrale qui a une politique monétaire relativement neutre sur l'activité, elle cherche ni à freiner, ni à accélérer l'activité, donc on est dans cette phase de maturation qui peut être plus ou moins long sur le cycle économique. Et puis, petit à petit, on entre dans la phase de surchauffe, logiquement, avec des pressions inflationnistes, généralement. Généralement, pression inflationniste, une banque centrale qui remonte ses taux directeurs, et puis, suivant cette phase de surchauffe, soit une euphorie sur les marchés actions et on va être très déçu sur les profits des entreprises, soit on commence à percevoir cette récession et on commence à corriger ce marché action. On a plus de volatilité dans cette période-là. Voilà, l'indicateur de volatilité, si vous voulez, en phase de reprise, il n'y a pas de volatilité, phase de maturation, il y en a très peu, mais là, sur la fin de cycle, généralement, on a la volatilité qui augmente énormément parce qu'on est sur des scénarios économiques très incertains. Et puis, on bascule en récession. Alors, ce qui nous fait basculer en récession, c'est quoi? C'est finalement l'action des banques centrales qui cherchent à lutter contre l'inflation, principalement? Généralement, c'est quand même beaucoup l'action des banques centrales qui veulent éviter cette phase de surchauffe ou alors limiter la phase d'inflation, ou alors on a véritablement un choc économique ou des excès, on paye un peu des excès. On peut se souvenir de la crise des subprimes qui était un essai d'endettement des ménages par euphorie. Donc là, c'est vraiment suite à une phase très longue de croissance économique où on a eu des paris un peu hasardeux sur l'immobilier américain, par exemple. Alors aujourd'hui, pour revenir à notre situation, on est devant l'un des cycles les plus longs de l'histoire aux États-Unis. En juin, ça sera le plus long de l'histoire. Oui, on est vraiment à un niveau record. Et on est en droit de se dire, plus ça dure, plus on s'approche de la fin, sauf qu'on n'a pas d'inflation. Voilà, alors ça, déjà, bon, il n'y a pas de, encore comme je le disais en introduction, il n'y a pas de durée type. Hein. Faut quand même être modéré, c'est pas parce qu'il est long, il peut être encore plus long. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui nous gêne beaucoup, c'est l'indicateur. L'indicateur des cycles, ça reste quand même l'indicateur de prix. C'est la volatilité de l'indice des prix. Et là, on est quand même dans une phase assez atypique où on n'a pas d'inflation. Une banque centrale américaine qui nous dit même, voyez, j'ai monté mes taux, je suis revenu au taux neutre, je vais peut-être pas aller plus loin. Généralement, à cette phase-là, si on était vraiment en fin de cycle, elle dit, je vais commencer à calmer les choses, je vais appuyer sur le frein. Là, on a un taux de chômage, on est en situation de plein emploi et on a une banque centrale qui nous dit oui, on est en situation de bon emploi, il y a des salaires qui accélèrent, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément d'inflation. Donc ça ne veut pas dire que moi j'ai forcément la nécessité de continuer à monter mes taux. Donc on est vraiment dans des discours et dans des comportements qui sont atypiques. Donc on a deux éléments qui normalement doivent marquer une fin de cycle, qui sont absents aujourd'hui. C'est-à-dire la hausse des taux, puisqu'elle est suspendue, et l'inflation. Et la seconde est en fait la condition de la première. Bon, et quand on regarde aussi les marchés obligataires et actions,
on est un peu confus. Enfin, pour dire des choses, on a des marchés obligataires où les taux baissent, et on se dit si les taux baissent, c'est qu'ils anticipent une récession. Et on a des marchés actions qui sont pétaradants depuis le début de l'année. Hein. Le Nasdaq, c'est plus 22% à l'heure où on parle. Le CAC 40, c'est plus 17%. Le CAC Small, 15%. Donc là, est-ce qu'on n'a pas deux messages qui sont complètement contradictoires également? Alors ça, c'est un peu un problème. C'est-à-dire que, alors d'une part, premier élément, on a une volatilité qui est très basse. Ce qui est quand même, on nous parle d'incertitude économique, de ralentissement économique, de guerre commerciale, de risques politiques. Brexit et compagnie, et on a quand même une volatilité qui est extrêmement basse. Deuxième élément, qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. On ne sort pas d'une période, on a eu quand même une forte accélération de la croissance l'année dernière, ça a ralenti en fin d'année, mais on n'a pas eu de tensions inflationnistes qui sont apparues. Un marché du travail qui reste quand même en amélioration, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Hein. D'ailleurs, on voit très clairement qu'on a un taux de chômage qui baisse, qui recule dans les deux zones, et des tensions salariales, des fois sur notamment de la main-d'œuvre qualifiée, et pour autant, on ne voit pas de tensions sur les prix. Donc ça, c'est quand même des éléments très atypiques dans cette phase du cycle et surtout des politiques monétaires où finalement, est-ce que le taux d'intérêt est le bon indicateur? Puisque comme maintenant, on a des politiques monétaires dites non conventionnelles où on n'utilise pas que le taux directeur pour ajuster la politique monétaire, bah finalement, est-ce qu'on n'a pas brouillé le message aussi qui était le taux directeur de la Banque centrale comme indicateur finalement du cycle économique, du positionnement dans le cycle économique et puis dans le côté stimulé ou pas de la croissance européenne ou américaine. Ce que vous voulez dire, c'est que les banques centrales, en sortant du cadre orthodoxe de leur intervention, ont complètement, en effet, brouillé les cartes et qu'aujourd'hui, on est absolument dans l'impossibilité de prédire ce qui va arriver. Bah oui, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez le marché obligataire, objectivement, vous oubliez tout. Vous regardez juste les niveaux de taux d'intérêt, les formes des courbes des taux. Aujourd'hui, vous dites on est en train d'anticiper plutôt un ralentissement, voire une prochaine récession. Si vous regardez le comportement de la bourse, on est optimiste sans euphorie. Par contre, on n'est pas dans une phase euphorique, mais on est optimiste sur la croissance. Alors, quand vous dites qu'on n'est pas dans une phase d'euphorie, c'est que nonobstant les progressions assez vertigineuses qu'on a enregistrées depuis le début de l'année, les valorisations ne sont pas particulièrement délirantes. Vous nous avez amené un graphique, alors là c'est la valorisation exprimée par le PER aux États-Unis, alors c'est la valorisation aujourd'hui dans le cycle actuel, et on a donc une ligne de pointillés qui marque la moyenne du PER sur ce marché américain, celui du S&P 500, hein, c'est l'indice du S&P 500, enfin les composants du S&P 500, et on a une courbe. Alors on a la courbe rouge du cycle actuel, et on voit que là on est sous une valorisation, enfin on a une valorisation qui est sous la moyenne historique, alors qu'habituellement, en effet, elle est exprimée par l'autre courbe, celle qui monte au-dessus, là, très nettement en fin de cycle. Donc ça, c'est la courbe d'évolution des PER en moyenne lors des cycles. C'est ça. Hein. Et on voit que normalement, on a une forte accélération puisqu'on passe d'un PER qui se situe vers 16 à 25, voire davantage en fin de cycle. Donc on est dans l'exubérance. Là, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Là, on est très clairement, normalement, on sort d'une longue période de croissance, on est plutôt optimiste sur la conjoncture, on devrait payer assez chèrement, finalement, ces résultats des entreprises en disant, comme toujours, hein, les boursiers disent, bon, bah, ça va continuer, vous savez, c'est la nouvelle économie qui apparaît à chaque fois, en fin de cycle. On dit, ça va continuer indéfiniment. Regardez, avant les subprimes, on achetait les bancaires. Les bancaires américaines devaient sortir des profits exceptionnels indéfiniment. En 99, c'était les technologiques, les valeurs technologiques qui devaient connaître une croissance ininterrompue. Donc on est toujours dans ces phases un peu d'euphorie en fin de cycle qu'on n'observe pas du tout aujourd'hui, ce qui est un peu paradoxal parce qu'on peut dire certes les indices boursiers sont au plus haut historique, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, ils ne sont pas bon marché, mais ils ne sont pas non plus hors de prix aujourd'hui dans leur niveau de valorisation. Alors c'est un point sur lequel on reviendra parce que vous dites ils ne sont pas bon marché, mais ils ne sont pas hors de prix. Et sur le pas bon marché, on verra quel potentiel ça nous laisse. Mais je reviens sur un autre graphique que vous nous avez apporté, et là aussi il est assez intéressant parce que généralement, ça vous l'expliquez très bien dans une de vos notes, c'est que les valeurs de croissance sont plutôt recherchées en fin de cycle boursier. Et donc là, vous nous avez apporté un graphique, c'est le ratio du S&P 500 high beta, et vous allez nous expliquer exactement de quoi il retourne, sur le S&P 500 low volatility. Et avant qu'on détaille
l'analyse de ce graphique, déjà, expliquez-nous de quoi il retourne. Oui, c'est relativement simple à comprendre. C'est-à-dire que si vous êtes confiant dans l'économie, si vous dites que la croissance, voire va s'accélérer ou rester forte, vous prenez les valeurs qui ont le plus de sensibilité, qui vont le plus profiter de cette croissance. Donc vous prenez des valeurs qui vont surperformer l'indice. Alors généralement, c'est ce qu'on appelle des valeurs cycliques, des valeurs qui ont vraiment un potentiel d'accélération très forte avec une activité très forte. À l'inverse, si vous êtes inquiet et vous pensez que ça va ralentir, vous prenez des valeurs dites défensives, des valeurs qui vont surperformer lorsque l'indice va baisser, et donc plutôt des valeurs à faible volatilité et à faible sensibilité à l'orientation de l'indice. Donc là, on a un ratio des valeurs offensives, voilà, forte croissance, avec les valeurs à faible volatilité, plutôt défensives. Donc quand la courbe monte, ça veut dire que les valeurs de croissance surperforment. Voilà, on prend du risque. Et logiquement, en fin de cycle, on en prend. On en prend. On est optimiste, on voit une croissance forte, on est censé en prendre. Bon, là, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'on voit que même depuis plusieurs années, ça a plutôt tendance à descendre. Voilà. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe. On a un marché action qui est au plus haut historique, mais qui est monté finalement sur des valeurs qui ne sont pas des valeurs à risque, qui profiteraient d'une très forte croissance. Je vous prends un exemple. On voit bien que le secteur automobile a pas mal souffert en Europe, par exemple, alors que si vous êtes optimiste sur la croissance en général, alors il y a des histoires, micro, je le reconnais, mais en général, si vous êtes optimiste, c'est plutôt une consommation solide et donc une consommation où on achète des biens durables, donc de l'automobile. Donc on voit qu'il y a aussi des histoires naturellement propres au secteur automobile, mais que derrière, si on prend plus globalement et qu'on oublie un peu un seul secteur, on voit qu'on a vraiment joué des valeurs beaucoup plus défensives, comme si on attendait cette fin de cycle quelque part, qu'on n'a pas encore vu, qu'on ne voit pas dans les statistiques, mais on voit un excès de prudence finalement. On peut dire que les investisseurs sont encore averses au risque. Ils veulent bien aller sur les actions, mais sur les actions les moins risquées. Donc on voit qu'il y a quand même des traces de la dernière crise et qu'il n'y a pas de prise excessive de risque de la part des investisseurs. Au regard de tous ces éléments, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, bonne question, c'est ça. Alors, le problème, c'est que moi, d'un côté, j'ai pas envie d'aller sur l'obligataire. Parce que l'obligataire est quand même relativement cher. Je ne crois pas à un scénario de récession à horizon visible. Après, on peut toujours se tromper, mais on n'a pas d'indicateur aujourd'hui de récession. On a un coup de mou de l'économie mondiale. On a l'économie européenne qui a beaucoup plus souffert que l'économie américaine. Mais on voit que ça repart un petit peu aux États-Unis, que l'Europe pourrait s'améliorer avec la relance en Chine. Donc, c'est quand même difficile d'avoir un scénario très, très négatif sur la croissance. Donc ça, c'est très difficile aujourd'hui d'aller sur de l'obligataire s'il n'y a pas un scénario véritablement de fin de cycle, de retournement conjoncturel. À l'inverse, aller sur les actions, ce qui nous gêne tous, on est tous dans le même, c'est le risque politique. C'est le risque Brexit, c'est le risque Trump, les tweets de Trump. Donc ça explique en partie cette prime de risque. Finalement, on n'est pas prêt à payer n'importe quel prix sur les actions. Alors moi, je reste quand même à surpondérer les actions, mais c'est vrai que je rejoins un peu ce qu'au font les investisseurs actuellement. C'est-à-dire que c'est pas une fin de cycle, mais on est obligé d'aller quand même sur des valeurs beaucoup plus défensives. Et surtout après le rallye qu'on a eu depuis le début de l'année, vraiment pas prendre énormément de risques et aller sur des valeurs qui offrent aujourd'hui des profils de risque le moindre. Alors quand vous parlez de valeurs défensives, vous songez à quel type ? C'est-à-dire que si on pense que véritablement sur ce premier trimestre, on a accumulé une grosse partie des bonnes nouvelles et des gains, qu'on veut se protéger contre un retournement, moi je pense que des valeurs qui offrent un bon dividende, ça reste quand même assez appréciable parce que c'est quand même un amortisseur. Le dividende, ça reste un amortisseur en cas de baisse des marchés. Et d'un autre côté, si le marché fait rien, vous avez le rendement de l'action. Donc c'est quand même un beau choix d'allocation d'actifs. On reste naturellement à l'écart des valeurs les plus cycliques puisqu'on ne croit pas non plus qu'il y aura une forte accélération de l'économie mondiale. Donc ça ne nous laisse pas beaucoup de levier. Et puis après, il y a naturellement des histoires un peu plus micro qui nous font hésiter à aller sur des secteurs cycliques. Je citais tout à l'heure l'automobile, c'est clairement le cas. Si aujourd'hui, parce que, vous dites, finalement, je préfère les actions aujourd'hui, je suis plutôt à recommander des valeurs défensives, mais si aujourd'hui on est complètement absent du marché action, est-ce qu'il faut y rentrer ou pas ? C'est compliqué. Alors c'est difficile de rentrer aujourd'hui sur un marché action, pour moi, tant qu'on n'a pas de visibilité sur le risque politique. Ça reste toujours ça le problème. On peut arbitrer, si vous avez une poche action, il faut naturellement aller, c'est ce qui justifie que je sois très prudent sur mon allocation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, rentrer sur le marché action de manière très fortement à surpondérer les actions, c'est quand même dangereux tant qu'on n'a pas de visibilité sur Brexit, tant qu'on n'a pas de visibilité sur ce que peut faire Trump au niveau du commerce. On peut être très vite pris à contre-pied, avoir ce qu'on appelle une porte de saloon, vous savez, ça
ça va très vite dans l'autre sens. Donc moi, je reste quand même très prudent à ce niveau de valorisation avec ce qu'on a gagné. Alors, franchement, le rallye de début d'année, je ne l'avais pas vu. Personne ne l'a vu, je pense. Mais rentrer à ces niveaux actuels, aujourd'hui, je pense que c'est quand même un vrai risque de ce qu'on appelle cet effet porte de saloon. Donc, restez prudent. Si on est investi, allez sur plutôt du défensif, mais restez prudent s'il faut aller aujourd'hui sur le marché action. Donc, savoir patienter et attendre un point d'entrée un peu plus favorable avec des éléments d'analyse un peu plus limpides. C'est ça. C'est ça. Christian, merci.